épargnants qui vont mettre leurs économies sur le Bitcoin et qui ont investi avec un niveau du Bitcoin à 20 000 $, qui aujourd'hui ne pèse plus que 6 500 $, ça voudrait dire qu'ils ont perdu 3 fois leur mise. Si tu achètes un Bitcoin à 20 000 €, que tu reviens un petit peu plus tard et que le prix du Bitcoin n'est plus qu'à 6 500 €, eh bien tes 20 000 € se sont transformés en 6 500 €. Ce qui veut dire qu'on a perdu 20 000 moins 6 500, c'est-à-dire 13 500 €. On est d'accord qu'absolument personne n'est jaloux de cette situation, et donc oui, le monsieur dans la vidéo a tort parce qu'on n'a pas perdu 60 000 €. Encore heureux. Pour clarifier, si tu achètes du Bitcoin, de l'Ethereum ou de la crypto, tu ne peux pas perdre plus que ce que tu as investi. Les seuls cas là où c'est possible, c'est pour les personnes qui vont faire du trading avec différentes stratégies qui sont avancées. Mais pour un utilisateur qui va juste acheter de la crypto, eh ben ça n'arrive pas et c'est tout simplement impossible. La crypto, encore aujourd'hui, c'est l'un des domaines les moins bien compris. Alors j'ai envie de revenir là-dessus et de venir casser des croyances qui sont complètement fausses. Dans cette vidéo, je vais en prendre 3 et on va les démonter pièce par pièce. La première, c'est que la crypto, c'est quelque chose de totalement anonyme. Et bien contre toute attente, la majorité des transactions qui passent par la crypto ne sont absolument pas anonymes. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, si tu envoies à partir d'une adresse A vers une adresse B, et bien effectivement, pour quelqu'un qui va tomber sur la transaction, il y aura écrit départ de l'adresse A vers l'adresse B. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une adresse, c'est un petit peu comme un pseudonyme. C'est-à-dire qu'à partir du moment là où je connais l'identité de la personne derrière une adresse, et bien je suis capable de remonter toutes ces interactions et de savoir de qui elles viennent. On va donc pas parler de quelque chose d'anonyme, mais de quelque chose de pseudonyme. Et là, je vais parler dans le cas d'utilisation, là on va utiliser par exemple un Bitcoin ou un Ethereum. Et attention, ton identité dessus n'est pas si secrète que ça. Quand tu vas venir acheter des cryptos pour la première fois via un échange, par exemple Binance, Bybit, Swissborg ou autre, on va te demander ton identité. Cette identité-là, elle est uniquement partagée avec la plateforme. À partir du moment là où tu vas venir retirer des fonds de la plateforme vers une adresse, eh bien c'est relativement facile de faire le lien entre ton identité et l'adresse vers laquelle les fonds ont été envoyés. Alors effectivement, il y a un doute qui subsiste dans le cas là où tu as envoyé à une adresse qui n'est pas la tienne, par exemple pour réaliser un paiement, mais dans le cadre d'une utilisation classique, c'est-à-dire que tu vas faire différentes transactions et que tu vas construire tout un historique, eh bien au bout de plusieurs transferts, ça devient de plus en plus difficile de justifier que cette adresse n'est pas la tienne. Donc non, si tu utilises Bitcoin ou Ethereum, tes transactions ne sont absolument pas anonymes. Et pire, si l'on connaît l'identité d'une personne derrière certaines transactions, eh bien on peut réussir à remonter son historique complet. Cependant, il y a bien des exceptions qui existent. Il existe certaines blockchains qui permettent effectivement d'être anonymes, par exemple Monero ou Zcash. Et là, même si effectivement on arrive à tomber sur des informations sur des transactions qui sont publiques, eh bien ce n'est tout simplement pas possible de remonter le fil de transaction. On peut d'ailleurs noter qu'il y a des attaques de la régulation assez fréquentes envers ces projets. Maintenant, si on revient sur Ethereum, il y a effectivement différentes façons de rester anonyme. La première, c'est de venir utiliser ce qu'on appelle un mixeur, comme par exemple anciennement Tornado Cash. Ces outils permettent de venir déposer de l'argent dessus avec une adresse et de venir le retirer avec une autre. Mais entre ces deux opérations, il y a une quantité folle de transferts qui sont réalisés de façon quasi aléatoire, et il y en a tellement que c'est impossible de faire le lien entre la personne qui a envoyé les fonds et la personne qui va les réceptionner. D'ailleurs, petite parenthèse ici, c'est pas recommandé d'utiliser ce genre de projet, car tu risques de finir sur des listes. Et ce n'est pas la seule stratégie qui existe, il en existe effectivement plein d'autres. Je ne vais cependant pas les développer dans cette vidéo. La deuxième croyance qui est complètement fausse, c'est de croire qu'il faut beaucoup d'argent pour se lancer dans la crypto. Alors ça, je sais que c'est un sujet qui est plutôt controversé, mais dans les faits, si tu vas sur un échange et que tu veux acheter de la crypto, le palier minimum, il me semble qu'il est aux alentours de 20 $ sur la majorité des échanges. Donc oui, si tu veux faire ton premier achat de crypto, tu vas pas avoir des centaines ou des milliers de dollars à dépenser. Bien au contraire, tu peux en acheter pour quelques dizaines d'euros. Maintenant, la vraie question, c'est à quoi s'attendre si tu achètes de la crypto pour quelques dizaines d'euros? Bien la réponse, c'est pas grand chose. Avec cette somme-là, tu es plus ou moins obligé de rester sur l'échange. Car les frais que tu vas payer pour faire des transactions on-chain, et ben même si en ce moment ils sont pas si élevés que ça et tu vas payer 10-20 centimes sur une L2, et ben ça représente quand même un pourcentage non négligeable si tu investis 20 $ par exemple. Tu n'as pas forcément envie de dépenser 10-20 centimes, c'est-à-dire 1% de ton portfolio à chaque fois que tu vas faire un swap. Alors dans ce cas-là, tu vas plutôt rester sur les échanges et faire avec les différentes possibilités de ce que tu vas retrouver sur ces différents échanges. Probablement commencer par faire quelques essais, par exemple à passer des stablecoins en Ethereum ou d'autres choses dans le genre, et si c'est disponible sur l'échange, peut-être venir faire un petit peu de stacking. Mais encore une fois, si ici on parle de 20-30 $, il ne faut absolument rien en attendre. C'est plutôt quelque chose que tu vas faire pour découvrir le monde de la crypto. Si tu penses pouvoir dégager de gros profits avec seulement 20-30 $ d'investis, eh bien tu te mets clairement les doigts dans les yeux. Et si tu viens me sortir un exemple d'un mec qui était extrêmement chanceux et qui est même pas sur les radars, qui a réussi à faire un multiple monstrueux avec seulement 20-30 $ d'investis, eh bien tu l'as dit toi-même, ça relève d'une chance qui est absolument extrême. Et en plus de ça, il ne te révèle absolument pas combien de fois il a testé sur des trucs à droite à gauche et ça a complètement capoté. Si tu as envie de commencer à regarder et à t'intéresser à la crypto avec 20-30 $ juste pour tester, eh bien je pense quand même qu'à l'heure actuelle c'est le meilleur endroit pour commencer. Autrement, ce sera directement de passer on-chain et je pense que je ferai un guide pour ça très bientôt. Ensuite vient autre chose, c'est de se dire que c'est compliqué de se lancer dans la crypto. Ça c'est clairement une question
transactions à géométrie variable. Si par te lancer dans la crypto, tu entends acheter tes premières cryptos, faire un swap, faire un petit peu de trading, c'est quelque chose qui est extrêmement accessible et on n'est absolument pas dans quelque chose de compliqué. Absolument tous les échanges permettent de faire ça et tu trouveras très facilement des guides sur YouTube sans pour autant que ça demande des compétences exceptionnelles. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les cryptos, c'est quelque chose qui a une profondeur infinie. C'est-à-dire que plus tu vas venir chercher la complexité, plus tu vas venir la trouver. C'est un petit peu comme jouer à Mario Kart ou à Smash Bros. Ce sont des jeux qui sont relativement simples à prendre en main, mais pour les maîtriser complètement, et bien là, c'est carrément une autre difficulté. J'ai de la crypto, prendre position sur un échange, c'est relativement facile. Et si tu commences à creuser et que tu cherches à faire des choses plus compliquées, et bien tu vas très vite te rendre compte que tu peux creuser et encore creuser pour trouver des couches qui sont de plus en plus complexes à aborder. C'est donc pour ça que même après plusieurs années à être dans la crypto, tous les jours je découvre encore de nouvelles choses que je ne maîtrise pas. Ou alors des choses que je pensais maîtriser mais qui en réalité sont un poil plus complexes que ce que j'avais en tête. C'est donc absolument parfait si tu aimes le challenge et que tu as envie de t'enfoncer dans un domaine qui est extrêmement profond. Parce que des nouveautés et des changements, il y en a absolument tous les jours dans la crypto. C'est vraiment un domaine dans lequel tu vas pas t'ennuyer parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et toujours quelque chose à apprendre. Et voilà pour le sujet du jour. Je vais également te rappeler que j'ai un petit projet qui lance pour la communauté ce soir à 21 h. Il s'agit d'un mint gratuit sur la blockchain Zora. L'idée étant d'avoir une collection un petit peu sympa à minter sur Mintfun à la place des nombreuses collections qui sont pas vraiment très inspirées. Voilà ce qu'il y a à savoir si tu veux participer. Dans un premier temps, il va te falloir de l'Ethereum sur Zora. Pour ça, tu peux utiliser le bridge principal que je te mettrai directement en description, ou alors un autre bridge qui s'appelle Howl2 et qui permet également de partir d'autres blockchains comme Arbitrum ou Optimism par exemple. Au niveau des fonds nécessaires pour minter, le mint est gratuit. Cependant, comme pour n'importe quelle transaction sur la blockchain, il y a des frais de gaz à payer. Sachant qu'on est sur Zora, pour des frais qui sont entre 5 et 10 gwei, on va payer environ de 2 à 4 cents de frais de gaz. Et je tiens également à préciser que pour avoir les frais de gaz les plus faibles sur Zora, au moment de passer ta transaction, tu iras cliquer juste ici sur marché, puis sur paramètres avancés, et tu iras régler les deux paramètres à 0,01 et passer ta transaction normalement. Les frais vont s'ajuster automatiquement et normalement tu devrais payer entre 2 et 4 cents la transaction. Et petit disclaimer, fais attention aux frais de gaz, on a eu un énorme pic aujourd'hui à plus de 100 gwei, et autant te dire que même si t'es sur L2 avec un pic à 100 gwei, tu vas le sentir passer sur tes frais de transaction. Donc dans le doute, vérifie quand même avant de passer ta transaction, même si normalement ce sera directement affiché sur MetaMask. Du coup on se retrouve aujourd'hui à 21 h avec un bouton Mint qui fonctionnera cette fois-ci. Et petit rappel, l'objectif c'est de placer la collection en première position sur le leaderboard. Voilà, je pense que j'ai tout dit, le lien est directement dans la description. On se retrouve tout à l'heure sur le site de Mint et sur le Discord. Merci à toi de me suivre dans ces projets et sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.